un peu voir si ça marche bien. Et là, tout est en live. On va voir si c'est comme le vélo. On va voir si je m'en sors. Est-ce que c'est comme le vélo? Est-ce que je vais y arriver? Moi, j'attends les premiers commentaires, comme ça au moins ça me validera que je suis bien en ligne. Vous me dites si tout est bon, vous me direz surtout si vous m'entendez bien, vous me direz également si ça fonctionne. Voilà, c'est les retrouvailles avec Twitch, c'est les retrouvailles avec le live. Hello Tipiuk, hello Tracy, hello tout le monde, hello Cindy, hello Nesrine, hello Jessica, hello Naf, hello Jojo. J'ai bien l'impression que ça fonctionne. On va voir comment je m'en sors pendant ce live où je vais vous parler de la commission d'enquête TikTok. Je vais juste attendre un petit peu avant qu'on rentre tous dans le vif du sujet. Oh, coucou d'Australie, dis donc. Pays que je rêve de visiter, mais malheureusement, j'ai fait des efforts avec ma peur de l'avion, mais je ne peux pas excéder 3 à 4 heures de vol. Et avec le crash aérien là qu'il y a eu en Inde et les images que j'ai vues tourner sur les réseaux sociaux, je suis encore plus traumatisé. Sachant que je dois le prendre début juillet et que j'ai très peur. Le son est très bas et Antoine, tu me l'as remonté, c'est ça? Non? Oui, Ça très bien, fonctionne? merci. Ok. Vous me dites bonjour Rose, enchanté. Est-ce que ça fonctionne bien? Le son? Juste dites-moi. Je sais, c'est un peu relou, je pose 10 fois la question, mais il faut que je reprenne l'habitude. Ah, super, ça fonctionne bien. Tout le monde a l'air de me dire que ça fonctionne bien. Donc, merci pour vos précieux retours. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que je vais m'en sortir et je compte sur votre indulgence si j'ai des petites vidéos à vous montrer de la commission d'enquête. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Juste pour vous expliquer un petit peu le sujet, et j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde qui vienne, mais au moins je vous pose le décor. C'était quand? C'était mardi, j'ai assisté aux 5 heures, hein, c'était long, hein, de la commission d'enquête TikTok sur les conséquences psychologiques que ça peut avoir sur les jeunes. Ont été entendus, auditionnés en physique sur place, Adrien Laurent, puis Nasdas. C'était un long entretien de plus d'une heure trente. Il y avait également Julien et Manon Tanti qui étaient connectés de Dubaï, je pense, et Alex Hitchen. Bon, ça n'aura pas duré très longtemps, mais je vous raconterai tout ça. Étant donné qu'on en a fait un dossier sur Ajam et que je ne pouvais pas tout dire en 40 minutes, moi je vais vraiment vous parler, vous dévoiler les dessous de la commission d'enquête TikTok, tout ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas entendu, ce qui n'a pas tourné sur les réseaux sociaux et qui est pourtant très intéressant. On va pouvoir débattre ensemble, réagir, en parler ensemble, et comme ça, vous me donnerez votre avis, vous me direz ce sur quoi vous voulez que je réagisse en lien avec la commission d'enquête. Et voilà. Apparemment, il y a un petit problème avec le titre, c'est ça? C'est un ancien titre. Pourtant, je l'ai changé. Je vais regarder ça. Je regarde ça tout de suite et je vous dis ça. Alors, comment je fais? What's happened? Qu'est-ce qui se passe? Bon, s'il y a un petit souci. Ah oui, en effet, il y a un petit souci avec le titre. Mélanite raconte tout. Non, c'est pas Mélanite aujourd'hui. Mélanite que j'embrasse fort si elle tombe sur ce live. C'est pas bien grave le titre? Si tu veux le changer, le changer. Ouais, je peux le changer. Tu peux le changer. Vous me donnez 2 minutes pour le changer? Alors attends, Antoine il va me montrer, c'est mon prof de la journée aujourd'hui. Et puis Twitch. Ouais, alors attends. Twitch, en plus c'est pas un Mac, alors pour moi c'est comme si j'étais dans une autre dimension. Les boutons qui sont d'habitude à gauche, là ils sont à droite. Mais je vais m'en sortir. Parce que je peux me ça me s'est coupé. Ah c'est cool aussi là d'avoir le chat là. Hop, tac, je te laisse changer le titre. Yes, merci. Si je m'en sors sans bleu au corps. Et les points d'exclamation c'est là. Et hop, ça va changer. Merci en tout cas de m'avoir prévenu. Et là, je fais OK, j'imagine. Voilà. Normalement, le titre est bien changé. J'ai faim, mais là, je vais commencer un petit jeûne intermittent.
depuis aujourd'hui seulement. C'est-à-dire que j'ai arrêté de manger hier, je crois, à 21h40, donc genre normal, quoi. Voilà, j'ai fait mon repas normal du soir. Et je laisse 16 heures aujourd'hui entre mon dernier repas et ma première prise de nourriture. Donc, je peux manger à partir de 13h45. Mais comme j'ai des tournages à partir de 14h, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais je vais essayer de grignoter quand même un petit truc. C'est pour laisser le temps à mon organisme de se reposer un petit peu. Bah oui, sympa, en effet, merci Lucie. Ouais, je trouve aussi que c'est sympa de tourner comme ça. J'ai bien parlé avec Antoine qui m'a aidé à préparer ce live, qui m'a préparé le setup et tout, et merci d'ailleurs pour ça. Il m'a expliqué voilà, que ce n'était pas comme une vidéo que j'ai l'habitude de faire où tout doit être parfait de A à Z. Voilà, que je peux prendre le temps, le temps de me tromper, le temps de me reprendre, le temps de papoter. Donc c'est cool. Ouais, le jeûne intermittent, là, vie de maman qui dit top, le jeûne intermittent, je n'avais jamais testé. C'est la première fois que je le fais. Je ressens pas forcément en plus la faim. J'ai bu de l'eau. J'ai déjà bu un petit peu plus d'1 litre d'eau. J'ai bu du café noir, sans sucre, parce que j'ai vu que c'était complètement possible. Et là, je commencerai à manger tranquillement un petit truc équilibré vers 13h45. Et en effet, j'ai un petit peu moins de fatigue le matin. Donc on verra. C'est que mon premier jour de test. Bah oui, c'est un plaisir aussi pour moi de te revoir sur Twitch au travers des commentaires. Le programme, normalement, tu le vois dans le titre. Je te réponds la biote Twitch. On va parler de la commission d'enquête TikTok. J'étais présent pendant 5 heures sur place. J'ai entendu toutes les interventions de la rapporteure, du député Arthur Delaporte, donc qui était président, qui présidait cette commission d'enquête. Si vous voulez, on peut commencer à en parler maintenant. J'ai pas mal de choses à vous raconter, j'ai pas mal de choses à vous dire, et je pense qu'on a énormément de réflexions à se faire parce que, contrairement, et je le déplore un petit peu à ce qui tourne sur les réseaux sociaux et surtout sur X, donc anciennement Twitter, c'est uniquement genre quand il y a Manon et Julien qui se disputent un peu et qu'on entend Manon dire à Julien « Laisse-moi parler s'il te plaît ». C'est un petit peu que ça, tu vois, qui tourne dans l'ensemble, ou quand Alex Hitchen il coupe le live. Mais en vrai, le fond est hyper intéressant. Il faut savoir que une commission d'enquête, déjà, ça dure 6 mois. Et il y a 12 jours c'est pas des interrogatoires, mais il y a 12 jours où la commission d'enquête, c'est ce que j'ai appris, parce que je savais pas, j'ai appris moi aussi tout ça comme vous. Pendant 12 jours, les 30 membres de la commission d'enquête, donc qui sont des députés, entendent chaque jour, chaque matin ou chaque après-midi, des personnes différentes. Cet après-midi-là, en l'occurrence, c'était des influenceurs qui avaient été sélectionnés pour comprendre les rouages de l'impact de TikTok sur leur audience, sur l'audience qui est jeune. C'est pas un tribunal, c'est pas un interrogatoire, ça pouvait y ressembler un petit peu parfois, mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, les brides, les petits bouts de vidéos que vous avez vus, c'est uniquement une demi-journée, une après-midi d'audition. Il faut savoir que là, je crois hier, les gérants de TikTok France ont été entendus, mais il y a eu aussi une journée où il y a des victimes et des familles de victimes, dont des adolescents, enfin des familles d'adolescents malheureusement, qui se sont ôté la vie à force d'être sur l'application et avec une avocate qui a porté plainte, notamment contre la plateforme au nom de différentes victimes en France qui ont été auditionnées aussi. Donc si vous voulez, c'est pas juste les influenceurs, c'est ça dont on entend le plus parler, mais c'est 12 jours d'audition où 30 personnes qui font partie du milieu de la politique essaient de comprendre au travers de ces 12 jours d'audition quels sont les rouages, quels sont les impacts, quelles sont les conséquences, comment fonctionne tout simplement la plateforme TikTok. Ça dure 6 mois, cette enquête, et après, le président de la commission, donc en l'occurrence Arthur Delaporte, remettra, j'imagine, certainement son dossier, donc le fruit de son enquête, et peut-être qu'à l'issue de tout ça, une loi arrivera pour encadrer la santé mentale et prendre en compte beaucoup plus la santé mentale des utilisateurs. Et qui dit santé mentale dit aussi bien sûr santé mentale de nous, parce qu'on est tous utilisateurs des plateformes, on est tous soumis aux algorithmes aussi quelque part. Il suffit qu'on fasse une simple recherche ou qu'on dise ne serait-ce qu'une intention,
une intention de voyage. On en a tous fait cette expérience pour que notre téléphone, notre smartphone, il nous propose des choses. Il nous propose des choses qui correspondent à ce qu'on a dit, à une discussion qu'on a eue. On a tous eu, je crois, hein, vous allez me le dire, dites-le moi d'ailleurs si ça vous le fait régulièrement. Moi, ça me le fait tous les jours. Tu as une discussion avec quelqu'un. Parfois, c'est même juste anodin. Tu réagis à un truc que tu as vu à la télé. Paf, 10 minutes après, ton smartphone ou le réseau social sur lequel tu es te le propose. Tout ça, c'est l'algorithme. Et tous ces mécanismes-là, ils sont étudiés justement en lien avec la plateforme TikTok et en lien aussi avec l'impact de la santé mentale. Je vois tout un tas de questions passer. Je le dis tout de suite et je préfère vous le redire tout de suite. Les questions, c'est uniquement en lien avec la commission d'enquête TikTok. Le thème de la vidéo, c'est justement les dessous de cette commission d'enquête TikTok. Donc, si vous voulez parler avec moi de cette commission d'enquête, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Bah oui, là, je vois Mitch qui dit de ouf, ça fait grave peur. C'est vrai qu'au départ, avant de comprendre, parce que l'algorithme, en vrai, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est un petit peu comme un fantôme qui n'existe pas. Donc, je me souviens, il y a quelques années, moi, je me disais, mais c'est un truc de fou. J'avais l'impression que c'était un truc de dingue, que presque on lisait dans ma tête. Et je me disais, mais c'est fou, il y a un espion quelque part en France ou dans le monde qui écoute et qui après va me proposer des choses. Non, en fait, c'est tout simplement un algorithme, c'est tout simplement des codes qui ont été rentrés par des êtres humains. Et cette intelligence artificielle qui permet de nous suggérer, de nous proposer, de s'adapter à notre cerveau humain, à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on verbalise, en fonction de nos recherches, en fonction de notre environnement. Alors, est-ce que je vais être interrogé par la commission d'enquête? Non, je ne vais pas être interrogé par la commission d'enquête. La commission d'enquête n'a pas demandé à m'interroger. Par contre, j'ai eu une accréditation pour pouvoir être sur place en tant que média, donc au nom de mon propre média qui est Samzira, pour pouvoir y assister dans le but de faire un dossier. Donc, je vous invite à aller voir le dernier Aja qui est sorti hier avec comme invité Nathalie et Cécile. Je les adore. On dirait vraiment des twins en plus. Et on en a parlé, on a fait tout un dossier de 40 minutes. Aujourd'hui, vous allez voir, je vais rentrer beaucoup plus dans le détail. On va voir tout ça ensemble. Je vous propose de commencer à parler d'Alex Hitchen. Alex Hitchen, alors, au moment où il était auditionné, Alex Hitchen, je rentrais justement dans cette commission d'enquête. Ça avait dû commencer depuis 4-5 minutes. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai constaté, alors comment ça se passe une commission d'enquête? Tu as le président de la commission d'enquête qui est au milieu, ils ont une sorte de linéaire de table, avec à sa droite, tu as la rapporteure, et tu as d'autres personnes, d'autres députés. Dans la salle, tu as des députés qui ont des questions à poser aux auditionnés et qui peuvent se permettre de poser les questions qu'ils veulent ou d'intervenir. Coucou Sarah. Et donc je suis rentré à ce moment-là. Alex Hitchen était donc en duplex, il était de chez lui, s'était pas déplacé. J'ai vu dans une vidéo qu'on va certainement regarder ensemble qu'il a expliqué pourquoi il n'avait pas voulu se déplacer. On va analyser tout ça ensemble. Alors Alex Hitchen, en gros, lui, son discours face aux questions qui lui étaient posées, notamment aux exemples qui lui étaient donnés, il lui était rappelé qu'il avait dit des choses du style, des conseils du style vous prenez son téléphone, donc en parlant d'une femme, d'une fille, si elle refuse, c'est une PUTE, fin de relation, ou encore une femme après 22 heures, je sais pas ce qu'elle fout dehors. Ça, c'est des déclarations qu'il a tenues, Alex Hitchen. Il a été confronté à ces conseils qu'il donne sur ses réseaux sociaux. Il faut dire que Alex Hitchen, pour faire son portrait, vous devez le connaître plus que moi et ses contenus plus que moi, il est vu comme un masculiniste, il est vu comme une personnalité des réseaux qui divulguerait, qui déploierait quand même des conseils qui sont dangereux, misogynes, sexistes, pour surtout les plus jeunes qui pourraient le prendre en compte. D'ailleurs, c'est une question qui lui a été posée. Est-ce que vous conseilleriez à un jeune de 14-15 ans de suivre vos conseils? Donc je les répète, les conseils que je viens d'évoquer. Tu prends son téléphone, si elle refuse, c'est que c'est une PUTE et fin de relation, ou encore une femme après 22 heures... je ne sais pas ce qu'elle fout dehors, pour citer justement les déclarations d'Alex Hitchen. Et Alex Hitchen a répondu texto, et ça, j'avoue que j'étais un petit peu surpris, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Il l'a assumé. Il a dit oui, je conseillerais à un jeune homme de 14-15 ans, bien évidemment, de suivre et de prendre en compte mes conseils. Alors lui, il défendait Alex Hitchen en disant que la commission d'enquête isolait
son propos. Il a expliqué au président de la commission qu'il estimait qu'il était tombé dans le piège de la désinformation. Il a justifié son propos en disant qu'il était préférable pour une femme, après 22 heures, de sortir avec une amie ou avec un homme, parce que le monde dans lequel on vivait était un monde dangereux. J'ai envie de dire que oui, c'est un monde dangereux à partir du moment où il y a des individus qui communiquent de tels conseils de façon publique, parce que malheureusement, on est dans l'impact. Là, clairement, là, c'est mon opinion, hein, c'est mon avis que je vous pose, c'est pas factuel, mais je trouve qu'on est clairement là dans la démonstration de propos qui peuvent être très dangereux, qui peuvent être mal interprétés, mal compris. Je sais même pas en vrai si ça peut être mal interprété ou mal compris, parce que les propos sont clairs. Mais ça peut être dangereux parce que ça peut mettre dans la tête d'un gosse, ça peut mettre dans la tête d'un jeune ces idées-là, à un âge où le cerveau il est en pleine construction. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de propos qui... Alors, je ne suis pas la police, donc je ne me permettrai pas de les caractériser, mais qui me semblent être sexistes et qui me semblent être misogynes. Et la misogynie et le sexisme sont considérés comme des délits et ça peut être puni par la loi. La question qui se pose aussi face à un créateur comme Alex Hitchens, c'est... Donc là, j'ai vu que dernièrement, d'ailleurs, ses comptes avaient sauté. Hein. Au départ, c'est son compte TikTok qui a sauté. D'ailleurs, elle l'a relayé, la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, Aurore Berger, ce matin. Je sais pas si... Je crois pas qu'elle y soit pour quelque chose, mais le fait est qu'elle l'ait relayé. Par la suite, il y a, je crois, c'est 43 ou 45 comptes Alex Hitchens qui ont sauté de la plateforme TikTok. Y a-t-il un lien avec le fait que justement TikTok ait été entendu hier ou avant-hier? C'est possible. C'est possible. Mais se pose quand même la question, et ça on se la posera, vous allez voir, pour Adrien Laurent, de si le créateur, si la personne n'a pas été condamné, s'il n'y a pas des plaintes tangibles, concrètes, et s'il n'a pas été condamné, est-ce que c'est responsable ou est-ce que c'est dangereux de faire sauter les réseaux de quelqu'un? Je philosophe avec vous. Je n'ai pas la réponse concrète. Je me pose la question. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des abus? Est-ce que ça ne deviendrait pas trop arbitraire en mode une personne du gouvernement pourrait se dire ah bah tiens, lui j'aime pas sa gueule, on lui fait sauter son compte. Voilà. C'est aussi une question, si je me fais l'avocat du diable, que je trouve intéressante à se poser. Mais pour finir sur Alex Hitchens, il y a eu une sorte de dualité qui s'est créée entre le président de la commission, Arthur Delaporte, et Alex Hitchens. Et il a tout simplement déserté, il a raccroché à la gueule d'Arthur Delaporte, pour parler un petit peu plus vulgairement. Il a coupé son live. Alors il faut savoir que ça peut être puni par jusqu'à 4 500 ou 7 500 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. C'est une obligation que d'assister à une commission d'enquête quand on est convoqué, ou de répondre à une commission d'enquête quand des tiers sont convoqués. Alors lui, j'ai vu qu'il s'était défendu en disant que ça aurait pas été fait en bonne et due forme, que son avocate lui avait dit qu'il aurait dû recevoir un courrier d'huissier ou un courrier avec accusé de réception. Alors je n'ai pas contacté Tom Michel ou un avocat juriste ou pénaliste pour vérifier la véracité de ses propos, donc ça je ne pourrais pas vous répondre, mais on va essayer de regarder ensemble la réponse. Déjà, si vous voulez, on peut regarder la vidéo où il a coupé, où il a raccroché à la gueule d'Arthur Delaporte. Alors là, je vais dans full screen, désolé, je verbalise parce que je découvre. Je vais dans mon petit dossier Alex Hitchens que vous devez voir et on va regarder un extrait de cette vidéo. C'est pas de TikTok. Excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une fin de relation, c'est pas mon problématique. Sur TikTok et donc sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis le président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi, à la protection de monsieur Hitchens, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue, le temps de recontacter M. Hitchens pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Voilà, donc ça c'est moi qui l'avais filmé avec mon téléphone. J'étais, en tant que presse, j'étais un petit peu plus haut. Je vais me remettre en full screen. Bam. Hop. Très sincèrement,
c'est mon opinion, ça ne se fait pas. On ne raccroche pas comme ça en pleine commission d'enquête quand on est avec une institution. Voilà, moi c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Si je donne mon accord pour être présent, pour répondre à des questions dans une commission d'enquête ou auprès d'une administration ou quelqu'un justement qui me convoque et que je donne mon accord, et la preuve que l'accord a été donné parce qu'il est là, il est présent, on ne raccroche pas. Ça en dit long quand même sur la personnalité, sur le profil de la personne qui est en face. C'est un garçon que je ne connais pas, Alex Hitchens. Je ne tombe jamais, d'ailleurs, mon algorithme ne me présente jamais son contenu. Ouais, je vois un commentaire qui dit donc Roxab, il s'est cru sur un live TikTok. Oui, il s'est peut-être cru sur un live TikTok, mais je veux dire, quand on est convoqué et qu'on accepte de répondre à une convocation, on reste. On est là, on est présent jusqu'au bout. On répond. On montre qu'on est quelqu'un de responsable. Couper, c'est lâche, je trouve. C'est fuir ses responsabilités. C'est ne pas accepter aussi qu'une personne en face de toi, en l'occurrence en face de lui, comment expliquer, est un pouvoir peut-être qui l'a saoulé, qui l'a énervé. C'est-à-dire peut-être que on le voit dans sa manière de présenter ses conseils, de dire quoi faire dans des situations avec des femmes ou autres, qu'il aime avoir l'ascendant. Là, il n'avait pas l'ascendant. C'est comme ça que je l'analyse. Et je pense que de ne pas avoir l'ascendant, c'est quelque chose qui lui a pas plu, qu'il l'a mal vécu. Et je pense que c'est pour ça qu'il a coupé. Mais ça montre qu'il se déresponsabilise, ça montre qu'il fuit. En fait, pour moi, parce que c'est facile après de prendre ses réseaux sociaux et de dire ce qu'on veut tout seul face à sa caméra, face à son propre montage. Là, il avait la possibilité de répondre à tout un tas de questions, soit que se posent plein d'utilisateurs des réseaux sociaux, et en l'occurrence que se posait cette commission d'enquête. Il a accepté au départ d'y répondre. Pour moi, tu restes jusqu'au bout, jusqu'au au revoir. Tu raccroches pas comme ça, tu ne coupes pas comme ça. On va regarder d'ailleurs ses justifications. Il a réagi après cette commission d'enquête de la façon suivante. Quitter la commission, oui, je pouvais le faire. Et je l'ai fait avec plaisir. Et je vais vous lire un peu les emails qui sont extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. Et écoute avec la plus grande attention. Le roi du Nord, ici présent. Je comptais me rendre en physique à cette commission. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi bousculer mon emploi du temps ? Alors que déjà, elle n'est pas obligatoire et ça a été confirmé par mon avocate. Et en plus de cela, plusieurs autres influenceurs ont été conviés. Je me suis donc dit, si on respecte le roi du Nord, on fait appel à un huissier, à un agent public, et on lui fait une commission pour lui, en bonne et due forme. Si c'est simplement une invitation, et je me retrouve aux côtés d'acteurs. Mais quel ego. Et personne de télé-réalité. À quoi bon me déplacer ? J'ai tout d'abord hésité déjà à faire partie de cette commission. Mais au dernier moment, je me suis dit, écoutez, pourquoi pas, mais en visio. J'ai pas envie de me déplacer. Si vous voulez que je me déplace, vous faites appel à la loi et je me déplacerai. Il y a eu du coup un appel téléphonique avec une de leurs secrétaires, secrétaire générale de je ne sais quoi, blablabla. On ne va pas rentrer dans les détails, ok ? Cette secrétaire-là me dit au téléphone, monsieur, c'est obligatoire. Je lui dis, non madame, c'est faux, ce n'est pas obligatoire et j'ai vérifié avec mon avocate. Elle me dit, si monsieur, cette commission est obligatoire. Madame, suite à nos échanges, je souhaite apporter quelques précisions quant au cadre juridique de l'audition prévue aujourd'hui. Vous avez mentionné l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 pour justifier le caractère obligatoire de ma comparution. Or, comme ce texte précise, une audition ne devient contraignante que lorsqu'une convocation est délivrée par un huissier ou un agent de force publique. De la force publique, pardon. En ce qui me concerne, je n'ai reçu aucune convocation par huissier, aucun document mentionnant une obligation légale, aucune notification officielle en bonne et due forme. Dans ce contexte, l'article cité ne peut s'appliquer à ma situation et ma participation relève donc d'une démarche volontaire, ce que j'ai accepté en toute bonne foi. Voilà, donc ça c'était pour les justifications d'Alex Hitchens. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble vraiment, je suis quasi sûr qu'une convocation à une commission d'enquête est obligatoire. C'est-à-dire que j'ai vu une question passer en mode mais qui peut être éligible, qui peut être appelé justement à participer à une commission d'enquête, à être auditionné. Tout le monde en vrai peut être appelé un jour à être auditionné à une commission d'enquête. Là, en l'occurrence, c'est sur les conséquences psychologiques sur la santé mentale chez les jeunes de l'application TikTok. Mais juste avant, il y a plusieurs d'ailleurs commissions d'enquête qui sont en même temps. Il y avait une commission d'enquête sur
sur le sexisme dans le milieu du cinéma. Il y a eu aussi une commission d'enquête sur la santé, sur les remboursements de santé, l'accès au remboursement en termes de santé. En fait, il peut y avoir des commissions d'enquête sur tout un tas de sujets qui font notre société, et les réseaux sociaux aujourd'hui en font partie. On voit bien à quel point les réseaux sociaux ont un impact considérable dans la vie des gens, dans nos vies. Et à quel point même les réseaux sociaux, je vais aller beaucoup plus loin, pour certains, pour beaucoup, deviennent beaucoup plus importants que la vie réelle. C'est-à-dire que pour beaucoup, les réseaux sociaux ont un impact dans la vie réelle plus important que des personnes dans la vie réelle peuvent avoir sur elles. Et c'est là justement où ça devient dangereux, et c'est là où il ne faut pas que ça devienne une zone de non-droit. Ça l'est un petit peu, mais on est en train de se rendre compte que ça ne va pas l'être longtemps. Mais en même temps, la complexité, selon moi, c'est comment conserver. Je ne parle pas de contenu délictuel. Hein. Pour moi, je vous l'ai dit, selon mon opinion, hein, je ne sais pas. Hein, il y a des plaintes. Je ne sais pas s'il a été... allez, ce Alexis Chen... s'il a eu des trucs avec la loi ou autre en fonction de ses propos, je ne sais pas ça. Mais ce que je sais, c'est que la question que je me pose, c'est comment garantir aussi en même temps la liberté d'expression. Alors déjà, il faut faire la différence entre liberté d'expression et prise de parole délictuelle. Comme je vous l'ai dit, la misogynie, les propos sexistes, misogynes peuvent fortement être délictuels en fonction de ce qui a été dit. Voilà. Tout comme l'homophobie, tout comme la transphobie, tout comme le racisme, etc. Le racisme, l'orientation, par exemple, n'est pas une opinion. Comment vous dire ? C'est pas une opinion, c'est un délit. Avoir un propos raciste, c'est un délit, c'est pas une opinion. La discrimination, c'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Se pose tout de même la question donc de la liberté d'expression, mais on le verra ça plus avec le cas d'AD, je trouve, d'Adrien Laurent. Pour finir donc sur Alexis Chen, il disait à un moment donné, il a dit à la rapporteure, il a dit ce sont les femmes comme vous qui ne sont pas d'accord qui signalent la vidéo. Dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il sous-entend par les femmes comme vous? C'est quoi une femme comme elle? Parce que c'était une femme, la rapporteure. Qu'est-ce que ça veut dire ce sont les femmes comme vous? Sous-entendu quoi en fait? J'ai pas envie de faire de mauvaises suppositions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est la question que je me posais. La question de la liberté d'expression, on va se la poser justement avec Adrien Laurent, la question avec les limites aussi. Adrien Laurent, moi, il m'a dit quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, il y a la partie 2 de son interview qui sort ce soir. Il m'a dit, moi, si demain les réseaux sociaux interdisent de parler de sexualité, je n'en parlerai pas. Mais il n'est pas considéré comme un délit aujourd'hui de parler de sexualité sur les réseaux sociaux. Donc si c'est pas un délit, pourquoi le lui reprocher? Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Lui reprocher, peut-être parce que c'est accessible au plus grand nombre, mais lui se défend, et c'est ce qu'il n'a pas arrêté de dire pendant cette commission d'enquête, que ces lives étaient interdits aux moins de 18 ans. Mais en même temps, le président de la commission, Arthur Delaporte, lui dit « Mais est-ce que vous cliquez sur la petite coche pour interdire que des utilisateurs de TikTok qui ont moins de 18 ans y participent ?» Il a expliqué que non, parce que il partait du principe qu'il fallait avoir 18 ans. Pourtant, TikTok met en place cette petite coche. D'ailleurs, ça, je l'ai appris. Je ne le savais pas et c'est intéressant, c'est bon à savoir. Et Adrien Laurent, lui, il était présent en physique. Il y a pas mal de photographes qui sont rentrés dans la pièce. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je l'ai filmé de mon téléphone de là où j'étais. Hop, on va la regarder. Alors, mon petit dossier Adrien Laurent, il est là. Et ça doit être ça, regardez. Voilà, donc énormément de personnes attendaient l'arrivée d'Adrien Laurent. On le voit même un petit peu fier. Je ne sais pas s'il se croit au Festival de Cannes ou s'il réalise qu'il est en commission d'enquête. Le fait est qu'en commission d'enquête, l'auditionné doit faire ce qu'on appelle un discours, je vais me remettre en full screen, un discours liminaire ou liminaire, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai pas envie de mal le prononcer. En gros, c'est le discours, c'est le préambule, voilà, c'est pour
permettre à l'auditionné de dire un petit peu ce qui se pense. Vous allez voir, on va le voir avec Manon et Julien Tanti. Manon, elle était vachement plus véhémente que les autres. Elle était vachement dans les reproches et un peu dans l'attaque envers la commission. Lui, il a commencé par faire son discours liminaire en parlant de son bannissement par Madame Aurore Berger. Donc, il faut bien comprendre, donc, de la ministre de l'égalité des hommes et des femmes et des hommes. Faut bien savoir que son bannissement de TikTok n'a strictement rien à voir, Adrien Laurent, avec la commission d'enquête. C'est deux choses complètement indépendantes. Aurore Berger n'a d'ailleurs rien à voir avec la commission d'enquête. C'est elle qui s'est potentiellement, j'ai un peu l'impression, emparée de ce sujet quelques temps avant, en alpaguant les réseaux sociaux, en convoquant les patrons des différents réseaux sociaux. Ouais, j'ai mon téléphone qui sonne. Non, je ne peux pas répondre maintenant. Et elle a parlé d'Adrien Laurent. Est-ce qu'il faut y faire un lien entre cette commission d'enquête sur TikTok et les actions d'Aurore Berger? Ça, je ne sais pas. Le fait est que son bannissement n'a strictement rien à voir avec cette commission d'enquête, avec le fait qu'il ait été entendu par la commission d'enquête Adrien Laurent. Il a commencé donc par faire lui-même son propre profil. Il a expliqué son parcours en télé-réalité. Donc, il avait participé à plusieurs émissions de télé-réalité, qu'il avait commencé dans une émission qui s'appelait Garde à vous, que par la suite, il avait fait les Princes de l'amour, qu'il avait commencé à ouvrir TikTok par la suite sur conseil de son frère qui lui avait dit « Il faut impérativement que tu ailles sur TikTok parce que tu vas voir, c'est une appli où tout va très vite, c'est hyper intéressant, il faut que tu sois dessus en tant que créateur ». Il explique qu'il n'était pas du tout encore acteur pour adultes quand il s'est lancé au départ sur TikTok. Donc quelque part, pour bien expliquer au président d'enquête, voilà, la création de mon compte TikTok n'a rien à voir avec le fait que je sois un acteur pour adultes parce que je l'ai créé 3 ou 4 ans avant, ou 2 ou 3 ans avant. Voilà, il dit dans son premier discours qu'il réfute avec force, je cite, les accusations du député Arthur Delaporte et qu'il considère son bannissement comme infondé. Donc là, Arthur lui rappelait que son bannissement n'avait strictement rien à voir avec sa commission d'enquête et que les propos d'Aurore Berger n'avaient strictement rien à voir avec la commission d'enquête et le fait qu'elle le signale à TikTok n'avait strictement rien à voir avec la commission d'enquête. Il a donné un exemple que j'ai trouvé plutôt intéressant, Adrien Laurent. Il dit que l'Arcom juge qu'un contenu érotique est à partir de 16 ans. Et lui, il a pris pour argument que sur son compte TikTok, il n'aurait jamais diffusé ne serait-ce qu'un seul contenu à caractère érotique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fait d'allusion à des contenus qu'il pouvait diffuser sur d'autres plateformes privées à caractère intime, je tiens à le préciser. Donc il explique, comme je vous l'ai dit, qu'il vient de l'univers de la télé-réalité et que comme il est devenu acteur pour adultes, on le méprise. C'est ce qu'il a dit. Parce que je suis devenu un acteur pour adultes, on me méprise. Et là, le député et la rapporteure lui ont dit « Est-ce que vous avez conscience, monsieur Laurent, que lorsqu'on donne votre nom à des classes de CM2 par exemple, toutes les classes de CM2 vous connaissent et disent qu'ils regardent vos contenus sur TikTok, sur les réseaux sociaux. » Donc là, je parle du contenu généraliste. Lui expliquait que non, il ne se rendait pas compte, mais que les CM2 ne peuvent pas, selon lui, avoir accès à TikTok parce que la plateforme, selon lui, est interdite aux moins de 13 ou 15 ans. Ça, c'est dans les faits, mais on sait tous, alors moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce, on connaît tous des plus jeunes de moins de 13 ans, de moins de 15 ans qui utilisent TikTok, qui savent faire des stories même mieux que moi, même mieux que nous peut-être, et qui maîtrisent les codes de ces plateformes beaucoup plus que des influenceurs connus et qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Mais il était quand même dans ce discours et il ne lâchait pas ce discours, Adrien Laurent, de les plateformes comme TikTok sont interdites de toute façon aux moins de 13 ou de 15 ans. Elle a demandé, la rapporteure aussi, s'il avait bien été banni de Snap et d'Insta. Il a confirmé que oui, on s'en souvient tous, rappelez-vous, c'était après le Covid, qu'il avait été banni d'Instagram, justement pendant le Covid. Lui, il résumait les lives qu'il faisait, le Addy Show, rappelez-vous, The Addy Show, comme des lives super sympas avec des filles qui dansaient. Et il parlait beaucoup de son contenu, voilà, qu'il trouvait sympa, divertissant, bon enfant. En tout cas, je parle du contenu qu'il évoquait par rapport aux plateformes généralistes. Est-ce que vous avez des questions par AD avant sur AD, sur l'audition d'AD avant que j'avance? Vous allez voir, on a des vidéos intéressantes à découvrir ensemble. Là, je vois un commentaire qui dit oui, mais la responsabilité revient aux parents. Si c'est interdit, c'est eux qui laissent. C'est vrai.
dans les faits, j'aurais tendance à dire, c'est mon opinion aussi, hein, que la responsabilité revient aux parents, mais on sait tous qu'un parent ne peut pas être derrière son enfant du matin au soir. Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que oui, les parents ont une grande responsabilité dans ce que consomment leurs ados, dans ce que regardent leurs ados, dans ce que peuvent faire leurs ados. Est-ce que tout fonctionne bien? Parce que j'ai l'impression que les commentaires s'arrêtaient. Oui, voilà. Mais pour moi, il y a aussi l'éducation, il y a aussi l'État qui a une part de responsabilité. Et là, pour le coup, en faisant une commission d'enquête, je pense que, je trouve que ça montre qu'il commence à mesurer quand même la responsabilité que potentiellement le gouvernement et l'État peut avoir en lien avec les réseaux sociaux et a un rôle à jouer. Donc il y a les parents pour moi, il y a l'État, il y a le milieu scolaire. Je comprends pas. Il y a des cours de... C'est pas d'éducation... Oui, l'éducation civique. L'éducation civique, c'est très bien, c'est très bien. Mais j'ai l'impression que l'école, elle avance pas assez avec la temporalité, avec le temps, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les codes d'aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait avoir des cours de sensibilisation aux réseaux sociaux, parce que même si dans les faits, même si théoriquement, les ados de moins de 13 ans ne sont pas censés être sur TikTok, être sur les réseaux sociaux, ils y sont. Ils y sont quand même. Donc pour moi, il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité du milieu scolaire, il y a la responsabilité des influenceurs aussi. Je pense qu'aussi, quand on est influenceur ou créateur de contenu, parce que tous les influenceurs ne sont pas créateurs de contenu et tous les créateurs de contenu ne sont pas influenceurs, une responsabilité se pose en fonction de la forme, en fonction de comment les choses sont présentées. On peut parler de sexe, par exemple, de plein de différentes façons. On peut rigoler, c'est pas un sujet tabou. Ça doit pas être un sujet tabou, ça doit pas être un sujet qui doit être tabouisé, parce que ce sujet-là est en lien avec plein d'autres sujets qui sont hyper importants. Le consentement, la découverte de soi, la découverte des autres. Qu'est-ce que la sexualité? Surtout le consentement, ça c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est quelque chose qui se perd, et je me rends compte quand je tombe sur des vidéos de plus jeunes, ou quand je tombe sur des enquêtes où il y a des chiffres, des statistiques, que la notion du consentement, elle n'est pas forcément sue par les plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est. Je ne parle pas juste du mot consentement, mais quelles sont les différentes formes de consentement. C'est très simple ce que je vais dire, mais ça peut être tout bête. Ça peut passer simplement par le fait de... Je sais pas, si t'es à l'école et qu'un garçon demande à une petite fille de lui montrer pour rigoler ta zézette, ta nounette, bah non en fait. C'est quelque chose de très intime, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est notre intimité à chacun en tant qu'enfant, en tant que petit bout d'homme ou petit bout de femme en devenir. Et même pour rigoler, bah on montre pas. Voilà. Je pense que c'est hyper important. Et donc, tout ça pour dire, je me suis un peu perdu, mais tout ça pour dire que une information ou une phrase ou un sujet, il peut être dit et entendu de 1000 autres façons différentes. Voilà. Donc pour moi, la responsabilité, elle est véritablement partagée. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être sur le cas d'Adrien à la commission d'enquête? Je me ferai un plaisir d'y répondre et je vais poursuivre mon propos. On n'a même pas besoin de carte d'identité pour valider son âge. Pour du PORNO, alors que les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux, ça c'est Manon Tanti qui l'a dit, on va le voir dans quelques instants. Elle a dit, j'anticipe un peu, mais quand il lui a dit, le président de la commission lui dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous pour protéger au maximum les mineurs sur les plateformes comme TikTok? Elle a dit devoir mettre la pièce d'identité. Et je dois dire, je suis plutôt d'accord. Je n'étais pas d'accord avec tout son discours pendant cette commission d'enquête, mais alors là, j'étais complètement d'accord et je trouvais que c'était convaincant et j'étais convaincu. Déjà parce que je pense que oui, ça limiterait beaucoup de choses de mettre la pièce d'identité, et ça limiterait aussi le cyberharcèlement. Voilà, parce que beaucoup se cachent derrière des pseudonymes, derrière des poivrons, derrière des cornichons.
mais avec la véritable identité et s'il n'est pas nécessaire de demander à des autorités face à du cyberharcèlement ou pire, de lever l'identité de personnes qui se cachent derrière des pseudos, sachez que tout est possible, c'est possible, hein, ça. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose. Rien à voir avec la commission d'enquête, mais c'est quelque chose que je fais, c'est en cours, c'est en processus. J'ai décidé de lever le voile sur l'identité d'une 50aine d'utilisateurs des réseaux sociaux qui ont tenu des propos homophobes, insultants et délictuels à mon encontre sur différentes vidéos. Donc là, c'est en cours, ça va prendre du temps, ça fait plusieurs semaines qu'on y travaille avec mon avocat et qu'il y travaille d'une main de fer. On est en train de lever le voile sur l'anonymat d'une 50aine d'utilisateurs des réseaux sociaux qui ont tenu à mon égard des propos délictuels et homophobes. Je le fais pour l'exemple. Je le fais pour montrer que ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Et ces gens-là seront dans un tribunal et répondront de leur acte, non pas parce que j'en ai besoin psychologiquement, mais parce que j'en ai besoin pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, les plus jeunes justement, qui ont peut-être une orientation différente, comme moi, qui tombent sur ces commentaires-là et qui vont se sentir mal par rapport à ces commentaires-là, qui vont se remettre en question par rapport à ces commentaires-là. Donc en fait, je le fais parce que j'estime que ça fait partie aussi de la responsabilité d'un créateur de contenu, et je vais même aller plus loin, de tout un chacun sur les réseaux sociaux. On doit aller jusqu'au bout des choses. Alors, j'ai entendu Christophe Beaugrand dernièrement par rapport à son homejacking et aux propos, aux déclarations homophobes qu'il a subies quand il a dit « mon mari ». Tout le monde lui est tombé dessus, beaucoup lui sont tombés dessus en disant « ah », en se moquant de lui, en disant « ah ben dis donc, avec son mari, bah, ils auraient dû bien vous avoir, ceux qui vous ont fait le homejacking ». Et c'était sur le plateau de Quotidien, Yann Barthès lui a dit « mais est-ce que vous allez déposer plainte? Est-ce que vous allez chercher à lever le voile sur l'anonymat ?» Il a dit non. Il a dit non parce que c'est peine perdue. Et moi, j'adore Christophe Beaugrand, donc c'est pas par rapport à lui que je dis ça, c'est pas contre lui, mais je trouve ce discours-là dangereux. Non, c'est pas peine perdue, et il ne faut surtout pas dire publiquement quand on a cette célébrité-là et cette influence-là qu'il a, Christophe Beaugrand, que c'est peine perdue. Ce n'est pas peine perdue, ce n'est pas ce discours-là qu'il faut renvoyer. Et moi, je veux justement renvoyer le discours complètement inverse, et c'est pour ça qu'avec mon équipe juridique, on poursuit et on va lever le voile sur ces 50 utilisateurs des réseaux sociaux qui ont eu des propos délictuels, parce que ce n'est pas peine perdue, parce que justement en disant que c'est peine perdue, et je comprends peut-être que lui, ça le saoule, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a l'impression que ça va être long, que ça va être galère, que ça va être compliqué, que ça va être difficile aussi. Mais oui, ça va l'être. Mais pour moi, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, que ce soit des propos sexistes, que ce soit des propos misogynes, que ce soit des propos homophobes, que ce soit des propos racistes. Ce n'est pas peine perdue. Si on pense que c'est peine perdue, c'est peine perdue. Si on pense que c'est pas peine perdue, on aura la foi, le courage, le jusqu'au boutisme d'aller jusqu'au bout. Et croyez-moi, et on l'a vu parce qu'il y a eu des précédents, croyez-moi que ces personnes-là, une fois qu'elles sont plus derrière leur téléphone, une fois qu'elles sont dans une audience, une fois qu'elles sont dans la formalité d'une audience, avec les codes d'une audience, ces gens-là s'excusent, ces gens-là regrettent, ces gens-là pleurent toutes leurs larmes de leur corps et demandent par pitié à ne pas être condamnés, à ne pas avoir de dommages et intérêts. Parce qu'en fait, ils ne sont pas courageux. Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout des warriors. En fait, ils n'ont pas du tout les rojones qu'ils disent avoir sur les réseaux sociaux. Et à partir du moment où tu fais preuve de commentaires aussi délictuels envers les autres, d'insultes, de racisme, d'homophobie, de sexisme, de misogynie, c'est parce que tu t'insultes toi-même. Ce sont des personnes qui s'insultent eux-mêmes. Elles n'insultent pas, déjà elles n'insultent pas les autres, mais elles insultent l'image que leur renvoient les autres. Et c'est surtout que ça les renvoie souvent à leurs propres conditions, voilà, à leur propre désarroi, à leur propre solitude, à leur propre vie, à leurs propres problèmes. Voilà. Parce que quand on se sent bien dans sa vie, quand on se sent bien dans son corps, on n'est pas dans la haine, on n'est pas malveillant, on ne cherche pas à faire du mal aux autres, on ne cherche pas à mettre les autres plus bas que terre, on ne cherche pas à marcher sur les autres. On ne brille pas en écrasant les autres.
Voilà. Donc, on va poursuivre sur la commission d'enquête d'AD. Alors, où est-ce que j'en suis? Parce que moi, oh là là, non mais des notes, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai écrit 12 pages, mais c'était tellement intéressant, ça m'a tellement passionné. Voilà. Donc AD était convaincu que quand il faisait des lives sur TikTok, c'était uniquement les plus de 18 ans parce qu'il disait les moins de 18 ans ne peuvent pas être en live sur TikTok. Moi, vous vous doutez que je connais pas toutes ces règles. Je ne fais pas de live TikTok. J'en ai fait un 10 minutes avec Nathalie, je crois, hier ou avant-hier. Parce qu'elle m'a dit allez, vas-y, t'en fais jamais et tout. Je me suis dit allez, mais ça, je ne savais pas. Mais le président de la commission d'enquête, Arthur Delaporte, lui a dit c'est faux parce qu'on a un compte test mineur et on peut être mineur et être sur des lives TikTok. Voilà, il a apostrophé d'ailleurs le député Arthur Delaporte en lui disant qu'il était tombé sur un replay YouTube où il était avec un mineur très jeune à qui Adé disait mais ils sont où tes parents, et Adé lui répondait bah oui ça peut arriver et c'est vrai hein. Sur le coup je suis plutôt d'accord avec lui là-dessus. Il peut pas, enfin il n'est pas la police pour demander, c'est ce qu'il disait, tu peux me donner ta carte d'identité en live sur TikTok? Déjà non, ne donnez jamais votre carte d'identité sur TikTok, ce sont des infos qui sont pleinement personnelles. Et il expliquait à Adé que quand il avait un doute sur l'âge d'une personne qui montait en live, c'est comme ça qu'on dit apparemment, qui montait sur son live, gentiment il le renvoyait à aller se coucher, c'est ce qu'il disait hein. Moi je suis jamais tombé sur ces vidéos là, vous pouvez me le dire hein, si oui vous l'avez déjà vu dire ça ou pas. Moi je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce que je n'ai pas vu ça, mais en tout cas je vous rapporte ce qu'il a dit. Ensuite, le député Arthur Delaporte lui parle aussi d'un sujet qui est important, c'est ok, d'accord. Alors vous faites pas d'érotisme, vous faites pas de porno sur vos réseaux généralistes, sur vos réseaux TikTok, mais est-ce que ces plateformes-là sont le lieu pour pouvoir faire la publicité et renvoyer avec des liens sur d'autres contenus que seraient vos plateformes intimes? Adé, il a répondu à ça en disant que quand des personnes lui demandaient où est-ce qu'il pouvait voir ses vidéos, voilà, il disait sur mes plateformes, ou si une jeune fille lui disait oui, j'aimerais partager, faire, comment on dit sur ces plateformes, une collab. On se doute que c'est une collab, c'est pas pour jouer aux cartes, hein. Avec toi, il disait tu m'envoies un mail sur mon mail pro, mais il expliquait qu'il en disait pas plus. Ah tiens, t'as répondu à ma question, merci Cindy, en disant oui, plusieurs fois c'est arrivé et il les faisait redescendre rapidement. Tu vois, moi j'étais pas tombé dessus. Il a l'air plutôt carré, AD. Donc bon, toi tu sembles être tombé dessus. Il y en a un autre qui a. Qu'est-ce que tu dis? Coucou, honnêtement pas vraiment. Il te faut quand même. C'est très obvious. Ah, je sais pas par rapport à quoi tu fais référence. Mais voilà, tout ça pour dire que il disait qu'il avait un mail pro, mais pourtant quelqu'un pendant la commission lui a dit oui, mais il vous est déjà arrivé de dire allez voir mon lien, vous allez voir la dinguerie que je lui ai faite, etc. Ça, vous me dites aussi si vous l'avez vu dire ça sur les réseaux généralistes ou sur TikTok. Et là, AD explique que de toute façon, un mineur ne peut pas être sur ces plateformes intimes parce qu'il explique qu'il y aurait une double vérification. J'ai jamais fait le test, mais je pense que je le ferai. Je pense même que je vais faire une enquête, hein. Je vous en dis pas plus, mais j'ai plein de nouveaux projets qui vont arriver. Donc il faudrait que je fasse le test et qu'il faudrait une vérification pour pouvoir aller sur ces plateformes intimes et mettre en l'occurrence la pièce d'identité en tant qu'utilisateur. Donc ça je sais pas. Si certains d'entre vous avaient déjà créé un compte sur les plateformes intimes telles que MYM ou OF, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il y a une double vérification? Est-ce qu'il faut mettre sa pièce d'identité? Auquel cas, dans ce cas, ça confirmerait ses propos. Et concernant Twitter, donc même si c'est une commission d'enquête TikTok, tous les réseaux sociaux ont été quand même évoqués. Concernant TikTok, c'est vrai qu'il y a des images à caractère pour adultes, clairement, sur Twitter. Il disait, en fait, il faut rentrer dans les paramètres. De facto, de base, les images sont floutées, mais il expliquait qu'il faudrait rentrer dans les paramètres d'un ordinateur et dire que tu veux voir les images sensibles pour qu'elles puissent apparaître. Voilà, donc ça c'était pour la commission d'enquête d'AD, et puis il a clôturé en prenant en exemple des paroles de chansons, mais je crois qu'il l'a dit, ah non c'est dans l'interview partie 2 qui sort ce soir, allez la voir, elle est hyper intéressante, perso je trouve encore plus intéressante, je devrais pas dire ça, mais que la partie 1 de l'interview avec AD, parce que là il rentre vraiment dans le vif du sujet, il parle de Nasdaq, il parle de Booba, il réagit à Nikita Bellucci, à Chéni, hein, je l'ai vraiment mis face à toutes ces questions-là, et donc pendant cette commission d'enquête, il prend des paroles de Michel Sardou, qui dirait dans une chanson qui date d'il y a plus de 30 ans, j'ai envie de... on a compris VIO, des femmes, de boire toutes leurs larmes, ou encore Orelsan qui dirait dans une chanson sale,
T'es juste bonne à te faire tu es juste une de sabre, voilà, en disant mais je comprends pas. C'est-à-dire moi, il a dit moi, on me bannit parce que je fais des allusions à une trompe d'éléphant quand je suis en Thaïlande. Par contre, ces chansons, elles sont consommables de façon libre sur Spotify, YouTube, etc. Et il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas les bannir de Spotify? Il a parlé de rappeurs qui avaient des propos sexistes, misogynes, en disant mais leurs chansons, elles sont toujours écoutées par des mineurs sur les plateformes comme Spotify. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quelqu'un à la commission d'enquête lui a rétorqué comme argument qu'il y avait une différence entre faire un live, donc très réaliste, avec des plus jeunes qui sont en face, potentiellement, ou encore créer une œuvre artistique dans un but artistique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben voilà, je vois un message de Toxic60 qui dit « On te dira que c'est artistique ». Et à contrario, quelqu'un qui dit Inselem qui dit « Il a raison par contre ». Ou Powa Carbone, il a totalement raison selon moi à ce sujet. Il a raison encore, Brune du Sud. La commission a répondu à côté. 100% raison. Hypocrite du coup. Donc vous trouvez ça hypocrite en grande majorité. Et j'avoue, je vais vous communiquer mon opinion, je trouve ça aussi hypocrite. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Je vais vous le dire. Et je vais clairement vous le dire. Bon, j'espère que je ne vais pas dire une dinguerie. Mais la Mila, pas Mila Jasmine, mais Mila, là, qui disait qu'il fallait mettre la tête de personnes arabes sur des feux rouges. Pourquoi ces réseaux sociaux, ils sont pas bannis à elle? Je me pose la question, hein. Je sais pas. Pourtant, c'est c'est délictuel. Je l'entends hein, pour Alexis Chun. Je l'entends, je suis pas en train de minimiser. Je l'entends pleinement. Je l'entends complètement. Il y a des propos à caractère très misogyne, très sexiste, quelle image ça donne de la femme aux plus jeunes, etc. Ça peut être très dangereux, etc. Je l'entends, mais Mila, qu'on voit sur tous les plateaux télé, les BFM, les CNews, les tout ça, ces réseaux sociaux, ils sont toujours là. Je suis personne pour dire qu'il faut lui couper ces réseaux sociaux. Je me questionne. Je me dis, j'ai pas entendu, j'aimerais bien entendre Aurore Berger là-dessus. Tiens, qu'est-ce qu'elle en pense, Madame Berger, de ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à des propos comme ça aussi? Ou une Thaïs Descuffon. Alors oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a des propos aussi qui sont dangereux. On parle d'Alex Hitchens masculiniste, mais certains disent qu'une Thaïs Descuffon, elle est dangereuse pour le féminisme. Je me pose la question, vraiment je vous le dis, je me pose la question. Je me pose la question. Je ne suis pas en train de dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Je ne suis personne et je n'ai pas ce pouvoir-là. Et je ne veux pas l'avoir. Mais j'essaie de raisonner. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Dites-le moi, il n'y a aucun souci. Je sais que vous ne vous gênerez pas, de toute façon. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Parce que, waouh, des personnalités très problématiques et qui ont des tribunes hein, sur tous les plateaux télé, il y en a plein. Il y en a plein. Vous voulez qu'on parle de Julien et Manon Tanti? Je vais vous parler un petit peu de Manon et Julien Tanti. Donc Manon et Julien Tanti avaient la possibilité, comme tous les autres auditionnés, d'avoir un discours de début, voilà. Et Manon, elle était, elle, vachement dans la revendication, pas la revendication, elle était plutôt elle était très véhémente. Hein. Manon, elle était sur la défensive, j'ai trouvé, alors que Julien, lui, il était comme ça. Manon, elle, c'était elle, hein. Tu sens que c'était elle qui portait le truc, vraiment, alors que Julien semblait beaucoup plus impressionné. Vraiment, moi je l'ai perçu comme ça. Je sais pas vous sur les bouts d'extraits que vous avez vus sur les réseaux sociaux, mais moi qui étais présent, je l'ai senti vachement impressionné, quoi. Alors que Manon, elle était dans l'attaque, elle était sur la défensive depuis le début. Peut-être que ça peut se comprendre. J'imagine que ça peut être perçu comme violent de te dire ah bah tiens, je vais participer à une commission d'enquête et la commission d'enquête communique sur le fait que Julien et Manon Tanti vont être auditionnés parce qu'il y aurait des placements de produits ceci, des placements de produits cela et peut-être en danger quand elle a fait un truc avec ses enfants où il y a la traîne de la tête dans la bassine. Je peux comprendre qu'en tant que parent, ce soit vécu comme quelque chose de difficile. Je peux comprendre qu'en tant que parent, ce soit vécu comme quelque chose de rude. Bien sûr que c'est jamais plaisant. Après, j'ai trouvé que, mais c'est que mon avis, et il n'appartient qu'à moi, mais
pour moi, quand on est face à une institution, il y a une façon de dire les choses. Mais là, d'apostropher le président de cette commission d'enquête, de la façon dont elle l'a fait, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, et j'ai trouvé qu'elle aurait gagné justement en responsabilité, qu'elle aurait gagné en maturité de discours si elle avait exprimé en disant voilà, avec des mots un petit peu plus, comment dire, moins dans l'attaque, pourquoi ça l'avait blessée. Mais là, vraiment, elle faisait des reproches clairement au président. Elle disait « Je regrette vos déclarations. Je ne suis pas une influenceuse problématique. Je trouve que ce que vous avez dit est très problématique. La façon dont vous l'avez fait est problématique. » T'es quand même face à une institution. Enfin, je sais pas quand même. On n'est pas dans les Marseillais. On n'est pas dans The Power. On se calme 2 secondes. Même si je peux comprendre son énervement en tant que parent. Et je peux comprendre que ça fasse mal. Qu'on remette en question, cet aspect-là. Je peux complètement l'entendre. Voilà, elle a dit qu'elle avait vu une vidéo sur TF1 et plein de plateformes disant qu'ils étaient convoqués et qu'elle humiliait ses enfants, que ça l'avait beaucoup touché, beaucoup attristé. Je peux l'entendre. Lui a été posée la question de la responsabilité, lui ont été posées aux parents, aux couples, Tanti, la question de la responsabilité, notamment par exemple sur une trend. Je ne l'ai pas vu cette vidéo où les enfants mettent la tête dans l'eau, etc. Donc elle disait, mais vous avez bien vu que les enfants, ils n'étaient pas traumatisés. Vous avez bien vu qu'ils n'étaient pas du tout traumatisés. Ils étaient traumatisés ou ils rigolaient? C'est ce qu'elle leur a dit. Et là, la rapporteure lui a dit, mais en fait, la question n'est pas de est-ce que vous avez fait là quelque chose de problématique ou de dangereux, parce que oui, on le voit qu'ils étaient en train de rigoler. La question, c'est est-ce qu'en tant qu'influenceuse avec des millions d'abonnés, vous réalisez que d'autres parents, pas forcément qui vont pas faire les choses de la même bonne façon, peuvent faire cette même trend, mais que cette même trend, elle peut tourner mal parce qu'elle sera pas faite de la même façon. En gros, la question, je vais vous l'expliquer vulgairement, qui a été soulevée, c'est l'impact de l'image, de quelque chose qu'on peut faire qui peut être anodin, que nous, on va maîtriser, mais qui va être peut-être récupéré ou refait de façon pas aussi responsable. Alors oui, on n'est pas responsable de la façon dont les autres le font. Mais est-ce que, en tant que créateur de contenu avec des millions d'abonnés, qui a donc, qu'on le veuille ou non, une responsabilité sur certains qui regardent, il ne faut pas se poser cette question-là aussi. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé plutôt dans la compréhension Manon Tanti, parce qu'elle a dit, c'est vrai, je ne m'étais pas posé cette question de me dire voilà, moi, je l'ai bien fait avec mes enfants, mais est-ce que d'autres le feront bien comme ça? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de dérive? Et j'ai trouvé plutôt bien qu'elle se fasse cette réflexion-là. Concernant TikTok, Julien et Manon expliquaient que leurs revenus n'étaient pas du tout concentrés sur TikTok. J'ai l'impression, c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'ils ont grandement minimisé leur discours sur les revenus TikTok. Manon, je veux bien l'entendre, bien qu'il y ait de la publicité, des placements de produits qui sont relayés aussi sur TikTok. Je veux bien l'entendre que c'est sûr que ce n'est pas avec des vidéos de plus d'1 minute qui font toute leur fortune, mais Julien Tanti, avec toute... je ne le connais pas personnellement, je le trouve plutôt très drôle comme garçon, j'aime beaucoup sa nonchalance, je veux dire, même quand il t'engueule, tu le prends pas mal, et j'aime bien l'image qu'il renvoie, mais pour moi, il ne peut pas minimiser tant que ça ses revenus TikTok. Je ne suis pas un as des live match TikTok, je n'en fais pas, je n'en ai jamais fait, je ne les regarde même pas. Ça ne m'intéresse pas, mais il me semble quand même qu'il est quotidiennement, il le disait, au moins 3-4 heures par jour en live sur TikTok. Et je pense sincèrement qu'il a minimisé les revenus TikTok, la réponse à cette question-là du président de la commission d'enquête, parce qu'il me semble, et j'en suis presque convaincu, vous allez me dire si je me trompe, mais que ces revenus TikTok, de live match TikTok, ils doivent être quand même considérables. À partir du moment où tu vois la passion qu'il met dans ses live match TikTok, sur les extraits qui peuvent tourner sur les réseaux sociaux, l'implication, la folie par rapport à ces trucs, ces univers, ces lions, ces machins, c'est parce que ça a une valeur. Il y a de l'argent derrière. Il ne ferait pas venir 45 de ses abonnés sur un yacht à Dubaï pour les récompenser, pour les remercier, si derrière, il n'y avait pas un gros gain financier, si derrière, il n'y avait pas de l'argent en jeu. On a presque l'impression d'assister à une pyramide avec le PDG, le patron, le salarié, le directeur de la communication. Enfin, c'est pyramidal le truc, j'ai l'impression, alors que je m'y connais pas du tout là-dedans, mais c'est cette impression que j'ai. Donc pour moi, il a minimisé la question des revenus sur TikTok en disant que ces revenus aujourd'hui, c'était uniquement grâce à la télé-réalité. Je pense que comme moi, vous n'allez pas y croire. Même s'il fait 4 à 5 télé-réalités par an,
on sait que c'est pas avec la télé-réalité. Je suis persuadé que c'est un des candidats le mieux payé par rapport à ses contrats pour des tournages où il part pendant 1 mois ou 1 mois et demi, comme The Detective Club et compagnie. Mais c'est pas ça qui lui fait gagner des 100 et des 1000. On le sait que c'est pas un tournage de télé-réalité qui fait gagner des 100 et des 1000 à un candidat. Nous, on le sait. On sait que c'est l'à côté. Ça va être, bah oui. Voilà, Alexandrine me dit c'est faux. Mais bien sûr, on le sait que c'est les à côté. Ça va être les live match TikTok, ça va être les lives, ça va être les cadeaux, ça va être les placements de produits. D'ailleurs, la question du placement de produits, elle a été soulevée. Ils ont posé une question à Manon Tanti. Il lui a dit, le député Arthur Delaporte, mais attendez, vous avez posté là une publicité récemment, Family Shine. Il a dit Family Shine avec vos enfants, mais alors déjà, il n'y a pas le hashtag collaboration, partenariat. Voilà. Et au-delà de ça, il lui disait, mais est-ce que vous avez conscience qu'en fait, vous faites travailler vos enfants? Donc elle disait, mais pas du tout. Je fais pas travailler mes enfants. Je vous dis à peu près son discours. Hein. Pas du tout. Non, voilà, ils le font parce qu'ils ont envie de le faire avec moi. Voilà, ça fait plaisir. C'est rare. C'était en famille. Et là, il lui explique que depuis la loi influenceur qui a été promulguée en juin. Bon bref, je sais plus l'année. Je vais pas m'aventurer là-dessus. 2022 ou 2023, je sais plus. Peut-être 2021. Depuis la loi influenceur, les enfants d'influenceurs qui apparaissent encore plus dans une publicité, donc avec un contrat monnayé où l'influenceur reçoit de l'argent en échange, il n'y a pas de souci avec ça, c'est normal. L'enfant, c'est considéré comme un travail, comme un contrat de mannequinat. Ça en relève donc du mannequinat. En fait, pour les enfants de moins de 6 ans, d'ailleurs, un enfant de moins de 6 ans ne doit pas tourner. C'est comme ça que c'est réglementé. Ça s'appelle des contrats de mannequinat, même si c'est pas mannequin, mais c'est pareil dans le cinéma. Un enfant de moins de 6 ans, si je dis pas de bêtises, ne doit pas tourner plus de 45 minutes par jour, je pense. Donc, se pose aussi, ça c'est moi qui la pose la question, ça n'a pas été dit dans la commission d'enquête, mais tous ces enfants qui apparaissent dans C'est la famille, par exemple, sur W9, ou même sur les réseaux sociaux, qui apparaissent plus de 45 minutes dans des contenus et qui ont moins de 6 ans, est-ce que ça poserait pas aussi la question du contrat de mannequinat? Est-ce que ça rentre là-dedans? Je réfléchis, hein. Je veux pas aller trop loin, parce que je me dis aussi, je me mets à la place du parent. Je veux dire, forcément, tu penses pas à ça. Tu te dis, mais attends, je snap mes enfants, je les mets sur les réseaux sociaux, tu penses pas à des contrats de mannequinat. Je le conçois, je l'entends pleinement. Mais c'est d'avoir assisté à toute cette commission qui me fait me poser toutes ces questions-là. C'est pour ça que je me les pose avec vous, d'ailleurs, toutes ces questions-là. Et je pense que ça aurait pu être abordé pendant la commission d'enquête parce que ces enfants, c'est vrai qu'ils sont omniprésents. Je ne parle pas des enfants de Julien et Manon, des enfants d'influenceurs. Ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux, voire même dans les émissions qui sont contractualisées comme C'est la famille ou les émissions avec des mamans et célèbres, etc. Donc, est-ce que les enfants sont payés? Est-ce que l'argent est mis sur je crois que ça s'appelle un séquestre pour leur majorité? Les enfants de Julien et Manon qui vont participer par exemple à Family Shine, c'est la question que je me pose. Hein. Mais est-ce qu'ils reçoivent, est-ce qu'il y a une part de l'argent qui leur est destinée et qui est mis sur un compte pour eux plus tard? Je ne sais pas, je me pose la question. Parce que cette commission d'enquête m'a fait me poser toutes ces questions-là. D'ailleurs, Manon, elle a supprimé sa pub juste après son audition de la commission d'enquête, la pub Family Shine, si je me trompe pas. Mais oui. En gros, il lui expliquait, Arthur Delaporte, la commission lui expliquait que si ces enfants apparaissent, ils doivent être sous contrat. Donc aussi avec la marque. Parce que, alors j'entends, ça doit être chiant en tant que parent. Tu te dis, mais attends, c'est bon, je suis un bon parent. Je lui ai fait un compte bancaire où je lui mets de l'argent. Même, j'attends pas de partager un placement de produit pour lui mettre de l'argent de côté. J'imagine peut-être que c'est le cas. Et c'est plein de bonne volonté. C'est super pour l'avenir de l'enfant. Mais si un État se pose toutes ces questions-là, c'est parce qu'il doit y avoir, c'est obligé, il y a des dérives, il y a des parents qui exploitent, il y a des parents qui utilisent. On l'a vu avec le cas de Britney Spears, pardon de citer encore Britney Spears, mais on l'a vu, elle était mineure, elle, son rêve, c'était pas de devenir une star, c'était pas de devenir une superstar, ils lui ont fait faire tout ce qu'elle a fait. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Elle a développé, je ne sais pas si c'est lié, mais elle a développé par la suite de la bipolarité. Elle a voulu complètement sortir de tout ça. Elle a dit qu'elle était forcée à faire des tournées, à faire des concerts pour faire marcher la machine parce qu'elle avait été conditionnée comme ça. Depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Elle a commencé à l'âge de 7 ans. Ses parents avaient commencé à la faire bosser à 11 ans, 12 ans. Ils l'envoyaient à New York pour la mettre dans le Mickey Mouse Club. Est-ce qu'elle était pleinement consentante ? À l'âge adulte, c'est ce qu'elle dit dans son livre.
C'est ce qu'elle dit, mais moi, il y a la plupart des choses aussi qu'on a voulu me faire faire. J'étais contente petite, mais à un certain degré, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence. Et cette question-là, elle a été soulevée. Ils lui ont dit, mais ils ont dit à Julien et Manon Tanti, comment pouvez-vous pleinement percevoir le consentement de vos enfants d'apparaître publiquement sur vos réseaux sociaux, dans vos vidéos, alors qu'ils sont âgés de 4 et 6 ou 7 ans. Et là, elle donnait comme exemple, oui, Mickey Mouse Club, en votre Jacques, il me dit Britney Spears, c'est le projet Mickey Mouse Club, renseigne-toi Sam, je connais par cœur le sujet Britney Spears. Mais avant Mickey Mouse Club, elle avait fait Star Search, l'équivalent de Graines de Star. Donc j'en étais où ? Oui, donc Manon disait, bah, écoutez, pour preuve qu'ils sont contents, mon fils Thiago m'a demandé à créer une petite chaîne YouTube comme les petits YouTubeurs. Donc voilà, mais c'est vrai que la question se pose. Qu'est-ce qui nous dit qu'un enfant à 4 ans, 6 ans, est-ce que c'est un plein consentement ? Voilà. Est-ce que plus tard, l'enfant peut pas dire, mais pourquoi tu m'as mis sur toutes ces plateformes ? Pourquoi j'ai fait ceci ? Pourquoi j'ai fait cela ? Voilà, expression qui tombe beaucoup sur les réseaux sociaux. On ne sait pas. On sait pas. Après, j'entends. T'es un enfant, t'as vécu toujours avec tes parents, t'as connu toujours tes parents influenceurs qui font des publicités, qui font de la télé, t'as toujours connu les caméras. Donc, pour toi, c'est ton univers. Tu n'as connu que ça, au même titre qu'un enfant qui va naître au sein de la famille royale. Pour lui, ça va être normal d'être appelé prince, d'être appelé princesse, d'avoir un service de sécurité parce qu'il n'aura connu que ça. Voilà. Mais c'est des réflexions intéressantes, quoi qu'il en soit, à avoir. Et il faut les avoir parce qu'on traverse une ère digitale numérique qui prend énormément d'ampleur et c'est des questions importantes à avoir. Alors, est-ce qu'on a une petite vidéo à regarder de Julien et Manon Tanti ? Vous me dites ce que vous pensez de ce premier live solo, là, comme ça. Est-ce que vous trouvez que j'arrive quand même à gérer ? N'hésitez pas à me dire aussi comment je peux m'améliorer. J'espère que ça va pour l'instant. Alors, on va regarder quoi ? Propos liminaires. Ah oui, non, ça vous le verrez dans Aja. On va pas regarder tout en double. Alors, attendez. Manon, placement de produit, Family Chine. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais, regardez. Ouais, juste j'ai une petite parce que là on vient d'aller sur votre compte Instagram avec Madame la rapporteure et on voit une publication que vous avez faite Family Shein en faisant de la pub pour Shein il y a 3 jours avec beaucoup vos enfants par exemple. C'est une collaboration commerciale ça ? Oui, mais alors. Alors déjà, vous n'avez pas mentionné collaboration commerciale, je me permets de vous le dire. Donc vous n'avez pas respecté le cadre de la loi influenceur. Ouais. Enfin, en tout cas, on ne le voit pas sur l'Instagram là. Et par ailleurs, vos enfants sont dessus. Parce que je suis celle qui le respecte le plus, voilà. ce mot collaboration commerciale. Donc voilà, vos enfants sont dessus, ils portent des tenues, donc ça va au-delà de ce que vous disiez, c'est la seule que vous avez fait avec ce qu'on vous citait. Là, hier, il y a 3 jours, vous avez fait une nouvelle collaboration commerciale avec vos enfants. Pour le coup, vous allez gagner de l'argent en ayant mis en scène vos enfants avec des vêtements de marque Shine. Pour le coup, voilà, ça ne respecte pas le cadre légal. Alors là, encore une fois, je vous redis que, je vous réexplique que j'ai appris avec vous il y a donc 10 minutes qu'à partir du moment où il y avait écrit collaboration, mes enfants ne pouvaient pas apparaître. Je l'ai appris, c'est vous qui me l'avez appris, il y a 10 minutes. Donc voilà pour la vidéo de Manon Tanti, sa réponse, comme ça vous illustre un petit peu ce que je vous expliquais juste avant. On passe à Nasdaq. Nasdaq, moi j'aimerais revenir sur 2 points. Le premier, c'est quelques jours avant la commission d'enquête, il avait annoncé qu'il arrêtait les réseaux sociaux, rappelez-vous. Il a expliqué d'ailleurs pendant la commission d'enquête, la question elle lui a été posée que ça n'avait strictement rien à voir. Son arrêt n'avait strictement rien à voir avec la commission d'enquête. Il expliquait que ça faisait 2-3 mois qu'il y songeait avec sa team, avec son équipe, parce qu'il était fatigué. Voilà, j'ai senti de la part de Nasdaq qu'il y avait une... Je connais Nasdaq comme tout le monde. J'ai vu passer la vidéo du live Twitch, là où on verrait le sein de quelqu'un en live, etc. J'ai entendu parler des polémiques comme ça, comme tout le monde, mais j'ai jamais regardé son contenu. Et mon algorithme ne me l'a jamais proposé, peut-être parce que voilà, je n'ai pas les trucs qui font que mon algorithme me l'a proposé. Mais juste par rapport à ce que j'ai vu de lui à cette commission d'enquête, j'ai vu un peu de Nasdaq. J'ai vu une première image de Nasdaq en lien avec cette annonce d'arrêt qui ne sera pas un arrêt en fait, je vais vous l'expliquer. Ce qu'il a dit, une sorte de ras-le-bol, de fatigue, de fatigue. J'ai vu une fatigue émotionnelle, voilà. Presque, j'ai envie de dire que j'ai senti que sa santé mentale, elle n'était pas forcément au beau fixe
en ce moment, qu'il était peut-être en pleine remise en question, que peut-être qu'il tient certainement une cadence depuis très longtemps, qu'on n'aime pas, qu'on valide pas, qui est lourde certainement à porter, et il l'a manifesté. Il a parlé de la santé mentale des créateurs. D'ailleurs, à un moment donné, je vais vous le montrer ça, à un moment donné, il y a une petite joute verbale avec Arthur Delaporte, remise en question, chiffre d'affaires, voilà, tacle Arthur, regardez. Attendez. Et là, je défends aussi ce métier-là de créateur de contenu. Et je vous ai pas bien mis le truc. Alors, je refais, c'est pas grave. Hop, je passe en full screen et je vous montre. Et là, je défends aussi ce métier-là de créateur de contenu. Et moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions. Mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je ne vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Ben, vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. C'est pas par rapport à vous, d'accord? Ah, autant pour moi, autant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok. Non, bah écoutez, sans faire. Autant pour moi. Voilà, donc ça c'était une petite joute verbale entre Nasdaq et Arthur Delaporte. Je me remets en caméra full screen. Est-ce que ça fonctionne? Non, attendez, full screen. Voilà. Oui, donc j'ai senti vraiment qu'il était à bout, et il a expliqué donc qu'il allait pas faire une. Je suis pas sûr que je me sois bien remis en full screen. Attendez. Ah voilà, c'est mieux. Il a expliqué que c'est pas vraiment un arrêt. En fait, il a annoncé un arrêt, mais c'est une pause. Il sait pas combien de temps ça va durer. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est là qu'il y a eu l'intervention d'un député qui était présent dans la salle. Mais Arthur l'a retoqué en lui disant mais attendez, ça c'est pas le sujet de la commission d'enquête. Mais il a quand même posé sa question au député en disant voilà. Est-ce que vous avez contribué à financer des partis politiques? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans cette salle? Et il se trouve qu'en face de lui, 2-3 tables de l'autre côté, était présent le député. Il est arrivé pendant la commission d'enquête à un moment donné. Le député Sébastien Delogu, donc le LFiste. Et là, Nasdaq a répondu, mais c'était un petit peu agressif. C'est pas le mot, mais c'est sur la défensive. Voilà. C'est plus sur la défensive le mot juste. C'était oui, Arthur Delaporte, je l'ai déjà vu à la télé. Delogu, je l'ai déjà vu à la télé. Et là, le député en question dont je vous parle, on a remis une couche en disant mais est-ce qu'il vous arrive de financer des partis politiques? Je ne sais pas d'où il sort ça, ou d'où il sortirait ça, ou pourquoi avoir dit ça. Et là, Nasdaq prend un petit peu la mouche tout de suite en disant mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Demain, c'est quoi la question que vous allez me poser si je finance je sais pas quoi, ou si je finance ceci, ou si je finance cela? Il a tout de suite pris la mouche, la mouche. Je sais pas pourquoi. À vous de me le dire, hein, si vous avez une supposition, parce qu'on n'est pas dans sa tête, hein, et c'est pas parce qu'on prend la mouche que ça veut dire que c'est vrai. Mais le fait est que j'ai poussé ma recherche à la sortie de cette commission d'enquête et je suis tombé sur des articles qui disaient que, alors il n'a rien confirmé, hein, Nasdaq, hein, et au moment où je parle, je crois qu'il n'a pas réagi, mais sur des articles qui disaient qu'il pourrait se présenter pour être maire de sa ville, de Saint-Jacques, du quartier, enfin, pas du quartier, mais pour être maire ou avoir une carrière en politique. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis tombé là-dessus. Et certains ont dit, mais est-ce qu'il annoncerait pas justement sa pause pour pouvoir mettre en place une carrière politique? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas véritablement d'avis là-dessus parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas assez, mais certains, pendant la commission, ont reproché à Sébastien Delogu de faire des signes à Nasdaq, je crois pour ce qui serait des signes pour orienter son discours ou autre. Moi, vous l'avez vu dans la vidéo que je vous ai montrée, que j'ai filmée avec Alex Hitchens, j'étais de haut. Je pourrais pas dire que j'ai vu quoi que ce soit, mais c'est ce qui a été dit. En tout cas, pendant la... Oui, maire de Perpignan. Saint-Jacques, c'est un quartier intéressant de le dire. Toxique 60. Nasdaq en politique, on va arrêter les bêtises là. Ça, c'est Brune du Sud qui dit ça. Coluche à l'époque, c'était bien présenté en politique. Alors vous allez me dire, tu oses comparer Coluche à Nasdaq? Je sais pas, moi. Je connais pas assez Nasdaq pour ça. Je m'y intéresserais si je le recevais en interview ou si je devais faire un sujet sur lui, bien sûr. Mais au moment où je vous parle, je connais pas assez son contenu. Coucou Dolo. Donc voilà, donc concernant Nasdaq, c'était plutôt marrant comment il a terminé parce que
la dernière question, c'était qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes en lien avec les réseaux sociaux? Et il a dit de ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux. Vous lancez pas sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est vrai que quelques dizaines de minutes avant, voilà, il disait qu'il recevait plein de personnes dans sa villa, etc., qui voulaient justement devenir influenceurs, qui avaient même des parents qui venaient le voir hein, pour lui dire je t'en prie, change la vie de mon enfant, aide-le à devenir influenceur, tout ça. Et pourtant, il a fini son discours en répondant à cette question sur les conseils à donner aux jeunes par ne devenez pas influenceur, ne vous lancez pas. Voilà, ne vous lancez pas sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être que c'est une nouvelle réflexion, peut-être que c'est une remise en question, parce qu'on sentait bien hein, que Nasdaq, je le sentais qu'il était dans la remise en question. C'était vraiment palpable sur place. Je ne l'ai pas senti sur place, hein, moi qui ne le connais pas, je ne l'ai pas senti bien mentalement. Comme s'il vivait une période difficile de remise en question. Et ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Alors bien sûr, voilà, ils lui ont posé des questions aussi en lien avec ses vidéos, avec une certaine Layana que je ne connais pas. Voilà, il y a une députée aussi, j'aimerais bien retrouver son nom, c'était plutôt intéressant ça, qui lui disait mais comment savoir si votre contenu c'est de la fiction ou de la réalité? Parce que si c'est de la réalité, elle lui disait j'ai des problèmes parce que dans ce cas-là il peut y avoir de la misogynie, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir même de la violence conjugale. Elle lui a donné un exemple d'une séquence avec une personne qui lançait son téléphone sur sa compagne en disant vous l'avez filmé, donc comment savoir si c'est de la réalité ou de la fiction? Par rapport à cet exemple, il a répondu que c'était de la fiction et que ces deux personnes-là étaient toujours en couple. Il est revenu aussi sur la notion du drama en disant voilà ce que vous appelez de la misogynie, de la violence, pour moi créateur de contenu, ça s'appelle un drama. Il explique qu'un drama fera plus de vues et que pour beaucoup de gens leur centre d'intérêt c'est les dramas. Il a pris son propre exemple en disant voilà sa femme elle son algorithme va lui présenter des trucs sur l'éducation, etc. Lui, ça va être beaucoup plus les dramas. Voilà ce qu'il expliquait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore qui était intéressant pour finir sur Nasdaq? Ah oui, l'exemple Léina, l'exemple. Voilà. Léina et la députée en question qui lui posait justement cette question lui disait mais elle a 15 ans cette jeune femme et pourtant dans vos vidéos vous la mettez en scène en train de dire qu'elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre qui fait partie de votre team. Donc voilà, toutes ces questions-là lui ont été posées. Voilà. Et l'histoire du téléphone, la personne s'appelle Djibril, je crois, c'est ce que j'ai noté. Djibril qui balance son téléphone sur sa compagne. Voilà. Donc il y a eu vraiment la question de la fiction vs la réalité. Et je me suis même dit, mais comment ça se fait que Sebi Dadi n'est pas là, en fait, aussi, pour répondre à ces questions-là. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Ça m'a soulevé plein de questions. Enfin, j'ai beaucoup aimé assister, participer, prendre des notes et essayer de vous restituer un maximum ma présence à cette commission d'enquête. J'espère même que j'assisterai à d'autres commissions d'enquête. Je me suis trouvé une passion commission d'enquête. Voilà, passion commission d'enquête. Bon, au moment où on fait ce live, il est 13h30. Je vais devoir vous laisser. Dans 15 minutes, je coupe mon petit jeûne intermittent. Et dans 30 minutes, j'ai une interview, puisque le vendredi, je suis en tournage d'interview, donc j'enchaîne mes tournages d'interview. En tout cas, franchement, ça m'a réconcilié avec le live, ce moment passé avec vous. J'ai kiffé, j'adore. C'est vraiment super. Et merci, parce que en vrai, vous êtes au top. Vous êtes vraiment, j'ai la chance d'avoir une audience comme vous depuis toutes ces années, depuis plus de 10 ans. Maintenant, pardon, si ces derniers mois j'ai été un petit peu plus silencieux dans mon interaction et dans mon rapport avec vous, pardon, j'étais pas très bien. Et quand je vais pas bien, je m'isole un petit peu. Voilà. Et je continue à travailler comme si de rien n'était. Donc pardon pour ça. Et j'espère que ce lien, je vais le faire. On va continuer de le tisser encore longtemps. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour ce temps passé avec moi. Merci pour la qualité de vos interventions. Merci pour vos questions. Merci pour votre tolérance. Merci pour votre accompagnement. Depuis toutes ces années, je mesure la chance que j'ai. Et merci de me dire qu'il faut que j'écoute vos jolies paroles plutôt que les paroles malveillantes qui peuvent essayer de blesser ou de détruire quelqu'un à distance sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci pour
pour tout ça. Merci pour votre bienveillance. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vais arrêter le streaming avec vous. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. On s'en refait un bientôt. Je vous tiens au courant sur mon compte Instagram. Bisous, bisous. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter le stream? Oui.